Nous nous retrouvons dans les dialogues de la santé pour cette première table ronde. IA et économie, promesses ou illusions, quels sont les effets économiques de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la santé? Est-ce que finalement ça a des répercussions sur les coûts de santé publique particulièrement? Je regarde certains de mes invités parce que je vous dévoilerai des choses lorsqu'on a préparé, lorsqu'on a préparé cette table ronde. Comment l'IA optimise-t-elle les dépenses de santé avec, ça c'est un petit peu plus facile, l'amélioration des diagnostics, etc. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Euh, Combien ça coûte? Comment on finance? Est-ce que ça va créer des disparités sur le territoire? Au final, l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle en santé sera-t-elle une stratégie viable ou une illusion coûteuse socialement, pas forcément pour les industriels qui vendent de l'intelligence artificielle. J'en ai un à côté de moi, donc on va pouvoir poser cette question. Et bien justement, pour répondre à toutes ces questions, je suis très heureux d'accueillir tout d'abord Laurence Comte-Arassus. Vous êtes General Manager. En français, c'est directrice générale. Hein, on peut le dire comme ça, voilà. Chez GE Healthcare, alors en français, GE c'est General Electric, hein, voilà. GE Healthcare. Alors vous êtes dans le groupe, mais vous avez une existence autonome, hein, GE Healthcare. Vous avez une cotation en bourse par vous-même. Alors, on est même indépendant depuis le Ouais, 4 janvier 2023 et voilà. coté au Nasdaq, tout à fait. Mais vous avez gardé quand même General Electric. Oui, et ça Ouais, nous coûte un peu d'argent. c'est l'histoire. Ça tombe bien, on est là pour parler d'argent. Alors votre territoire est quand même très vaste, puisque vous avez particulièrement en charge, vous, la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Afrique francophone. Ça Tout à représente fait. quand même 27 pays. Oui, tout à fait. C'est Et énorme. 3900 personnes. Voilà. On viendra peut-être d'ailleurs ensemble sur la différence entre votre approche européenne et votre approche africaine, en fait, pour voir Si vous le voulez. s'il y a des différences. Et vous êtes depuis cette année, depuis l'année dernière, vous présidez le syndicat national des technologies médicales, le SNITEM. Tout à fait. Voilà. Alors je dis que vous êtes un industriel, mais en fait vous faites un petit peu plus que ça quand même, hein. Évidemment, vous avez de l'imagerie médicale, des solutions numériques, mais aussi pas mal de services et beaucoup de R&D. On y reviendra. Et au risque de peut-être toucher quelques personnes, moi je me considère comme un acteur de santé. Je pense que les industriels sont des acteurs de santé. Absolument, absolument. Comme Wilhelm, qui n'est pas industriel, mais on est tous secteurs de santé. À votre droite, Daniel Benamouzik, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est toujours très compliqué de donner tous vos titres. Euh, Vous êtes titulaire de la chaire santé de Sciences Po et chercheur au Centre de sociologie des organisations, CNRS et Sciences Po. Vous êtes aussi tellement de choses. Non, vous publiez énormément. Vous publiez énormément et vous êtes membre du conseil scientifique Covid-19. Hein. Vous l'étiez au moment où on était vraiment dans la crise. Alors c'est vous que je visais un petit peu au départ quand on a échangé avant, parce que je vous ai dit on va quand même parler de coûts à un moment donné. Ouais, mais vous m'avez dit ouais c'est pas forcément le bon moyen de démarrer, etc. Si on va quand même démarrer par ça. Mais vous m'avez convaincu sur d'autres choses. Et à mes côtés plus immédiats, le docteur Jean-Martin Cohen-Solal, vous êtes président d'Argia Conseil aujourd'hui. Vous êtes ancien délégué général du Comité français d'éducation pour la santé et ancien délégué général et directeur général. Il y a eu des différentes étapes de la Fédération nationale de la mutualité française. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, vous êtes médecin généraliste. Absolument, oui. J'étais médecin toute ma vie. Voilà. Et fils de médecin aussi. Et je dis ça parce que ça me permet de voir une évolution de la médecine sur un certain nombre de dizaines d'années et d'essayer de comprendre un peu d'où elle vient et vers où on peut aller. On y viendra d'ailleurs sur les dimensions prospectives, en particulier avec Daniel Benamouzik. Alors, moi je vais commencer avec vous, Laurence Comte-Arassus, parce que c'est vous qui, même si vous êtes un acteur de santé, c'est un peu vous qui avez quand même, qui représentez les gens qui ont un peu la main dans le moteur. Hein, voilà. Aujourd'hui, en termes de groupe pour vous, l'IA, ça représente quoi ? Alors, l'IA, ça représente, j'allais dire surtout
une promesse, et une promesse pour des patients. Ça représente la qualité et ça représente la quantité. Pourquoi la quantité ? En introduction ce matin, on le disait, il y a déjà de l'IA dans beaucoup de dispositifs médicaux. Moi, je représente aujourd'hui, en tant que General Electric Healthcare, les équipements. Dans l'équipement, il y a de l'IA depuis très longtemps. Alors, j'ai pris là quelques notes parce que j'avais peur de faire quelques erreurs, mais ça va parler à tout le monde. Il y a 50 pétaoctets de données de santé générées par an en France. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 10 puissance 15. Et ce chiffre, il sera multiplié par 50 d'ici 2030. Là, vous parlez des données au sens large. Au sens large, qui sortent juste en fait de l'équipement. Il y a 90% de ces données qui proviennent justement de l'imagerie. D'accord. Et il y a 16 000 examens par jour d'imagerie réalisés avec nos équipements General Electric et Healthcare en France. Il y a un chiffre qu'il faut retenir. Il y a 97% de ces données qui ne sont pas utilisées à ce jour. Oui, c'est pour ça que je disais que ça représente déjà la qualité et des promesses pour le patient. On a souvent très très peur de l'IA. On ne doit pas avoir peur de l'IA. L'IA, on en utilise tous les jours, on en utilise depuis longtemps, sans le savoir en fait. Et c'est surtout la plus belle promesse pour les patients pour faire ce qu'on appelle la médecine de précision. Être certain qu'on va pouvoir trouver les bons traitements au bon moment pour tous les patients. Oui, c'est le chiffre de 97%, il est intéressant. Il figure d'ailleurs dans le rapport de l'OCDE qu'évoquait Catherine Amalric. On a l'impression que l'IA va chercher de la donnée partout, mais en fait, la donnée, elle est très peu utilisée aujourd'hui. Exactement. Et dans le dispositif médical, il faut se rappeler que souvent on pense technologie, mais maintenant il n'y a pas de dispositif médical sans données, sans digital, sans numérique. Donc c'est vraiment un des challenges de demain qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai beaucoup aimé l'introduction parce que l'objet n'est pas de faire peur, l'objet est de convaincre que c'est la solution pour la santé. Et récemment, j'ai dit la santé n'est pas un coût. C'est pour ça que je pense que quand on parle d'économie, on n'est pas très à l'aise avec ça. C'est un investissement et on doit investir dans la santé et on doit investir dans l'IA. Alors j'entends bien. Laurence Contaracci, j'entends bien votre réflexion de la même manière que j'ai entendu hier celle de Daniel Benamouzik, mais quand même à un moment donné, parce qu'on est en France quand même, donc on est en France, donc on a une vision des coûts de santé qui est une vision très adossée à celle de l'assurance maladie, c'est-à-dire une vision collective des coûts de santé. Forcément, c'est une répercussion pour nous. Alors, on va partir de très haut. pour essayer de comprendre un peu la situation. D'abord, est-ce qu'on se pose la bonne question ? Et là, j'aimerais bien avoir votre avis à tous les trois. Quand on dit l'intelligence artificielle, mécaniquement, à court, moyen ou long terme, j'en sais rien, va faire baisser les coûts de santé. Alors c'est effectivement une question qui se pose, qui est d'ailleurs un certain nombre de personnes ou d'acteurs économiques ont essayé d'y trouver des réponses. Donc cette question des coûts, elle a été adressée pour essayer d'évaluer quels sont les gains à l'échelle d'un système de santé. Il y a des chiffres qui ont circulé. Ce qui frappe, c'est qu'ils sont assez hétérogènes, entre 5% des dépenses de santé, 10%, 15%. Donc on a quand même des marges qui sont assez larges, qui renvoient souvent à des attentes sur en particulier toutes les activités administratives qui sont liées à la santé. Et donc plus on a un secteur dans lequel il y a des coûts administratifs importants, et c'est le cas en particulier du système américain, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs assurantiels, etc., plus on a des marges en quelque sorte de progression. Mais les standards qui sont utilisés pour faire ces évaluations assez macroéconomiques sont discutables d'une certaine manière. Et peut-être qu'en préalable, et en écho aussi de ce qui vient d'être dit, sur ces questions-là, on est beaucoup, comme toujours sur les questions technologiques, sur des imaginaires. C'est-à-dire qu'on travaille sur des représentations alors qui s'adossent plus ou moins sur des réalités, mais on travaille sur des imaginaires qui sont ambigus, qui sont parfois de l'ordre de la promesse, très positive, parfois même un peu magique, avec une fascination pour des choses tout à fait frappantes.
Et puis aussi, on ne saurait l'ignorer, des angoisses presque du rapport à la technologie, des doutes, de la méfiance, des formes de rejet, parfois même de manière plus extrême. Et on navigue en permanence dans ces systèmes de représentation. Et je crois que c'est vrai aussi pour les coûts, où d'une certaine manière, ces promesses-là, elles sont évidemment chiffrées, elles sont traduites sous forme d'attente. Et le fait même qu'on problématise ces questions-là davantage en termes d'investissement, c'est-à-dire en termes prospectifs et en termes futurs, sous la forme d'une promesse, vous l'avez dit, plutôt que sous la forme d'un coût qui est déjà réalisé, qui serait mesurable, qu'on pourrait suivre d'une année sur l'autre, comme les dépenses de la sécurité sociale, donne déjà cette indication sur le fait qu'on est dans de la représentation et de la représentation plutôt prospective. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi un autre type d'études, sur lesquelles il est assez difficile d'ailleurs de trancher, qui sont moins à une échelle macroéconomique, sont plus à l'échelle d'une innovation donnée, dont on cherche à mesurer l'impact médico-économique, un peu comme on l'a fait historiquement pour le médicament. Et là, il faut bien dire que les choses sont souvent pas tellement plus claires. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de méthodologies, on a des tentatives, mais à chaque fois, on a des hypothèses très fortes à faire, en particulier parce qu'on est dans du prospectif et de la promesse. Et donc, les conclusions qu'on peut en tirer sont aussi assez fragiles. Donc, du coup, rentrer par les coûts, que ce soit à l'échelle d'un système ou à l'échelle de l'impact d'une technologie ou d'un ensemble de technologies données, c'est vraiment pas évident. Et ça renvoie probablement même pas, je dirais, à la nature économique de ce dont on parle, qui est très largement une économie qui est fondée sur la promesse, sur l'investissement, sur la capacité à lever des fonds, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, des fonds publics ou des fonds privés. Et donc on est sur une logique, voilà, pour caricaturer un peu plutôt start-up que sur un modèle industriel dont il faudrait optimiser l'ensemble du fonctionnement, en tout cas à ce stade. Et donc du coup, ça réduit la portée d'une simple approche en termes de coûts, si on veut saisir un peu ces enjeux économiques, de mon point de vue. Jean-Martin Cohen-Solal, vous m'avez dit une phrase en préparation qui m'a marqué. Vous m'avez dit « on soigne mieux, ça va coûter plus cher ». Oui, c'est évident. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Daniel. En l'écoutant, je me rappelais une souvenir d'enfance. Moi, j'étais jeune enfant dans les années 50, ça fait longtemps. Je me souviens comment on imaginait l'an 2000, les images qu'on avait de l'an 2000. Ça n'a rien à voir avec l'an 2000 réellement. On imaginait, par exemple, qu'on allait se promener en fusée. Et on n'imaginait pas l'iPhone et Internet. Donc, en fait, se projeter à 10 ans, 20 ans, c'est impossible. Et je crois que Daniel a raison, on est au niveau des fantasmes. Oui, on va soigner de mieux en mieux, beaucoup plus de monde, ça va coûter de plus en plus cher. Je voudrais rebondir sur une table ronde à laquelle j'ai assisté dans cette maison, à la Villa M, où il y avait 4 anciens ministres de la Santé qui discutaient entre eux. C'était vachement intéressant, parce qu'ils voyaient que les problèmes étaient toujours les mêmes. Et il y avait une chose sur laquelle ils étaient totalement d'accord, c'est que les dépenses de santé vont exploser. Et c'est normal. C'est normal. D'une part, l'espérance de vie augmente. Je refuse de dire que les gens vieillissent, puisque moi-même je vieillis. Donc, c'est l'espérance de vie qui augmente et en bonne santé. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a un point fondamental, c'est que les gens demandent de plus en plus de santé. La demande de santé est bien plus importante. Je me rends compte comme médecin. C'est-à-dire pour les mêmes symptômes, on consulte beaucoup plus qu'avant, et c'est logique, et c'est normal, avec la connaissance. Et troisièmement, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, le progrès technique permet de faire de plus en plus de choses. Dans l'intervention précédente, le président de Pasteur Mutualité racontait une intervention qu'on faisait sur le cœur, c'est sur le système nerveux du cœur, on va opérer ça. Moi, quand j'étais en médecine, on n'imaginait pas qu'on allait faire ça. C'était impossible. Donc, et c'est beaucoup mieux de faire ça que de donner des médicaments qui sont dangereux, comme il le disait tout à l'heure. Donc, il y a des progrès qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Il y a des maladies qu'on ne connaissait pas. Bon, par exemple, l'apnée du sommeil, des millions de gens ne se souviennent pas de l'apnée du sommeil. Moi, j'ai jamais appris l'apnée du sommeil. À la fac, on n'en parlait pas. Regardez les prothèses. Moi, quand je faisais mes études, on parlait de la prothèse de hanche, c'était une grosse intervention. On était hospitalisés pendant un mois. Aujourd'hui, les prothèses de hanche, ça se fait en ambulatoire. Et des prothèses de tout. Genoux, poignets, épaules. On ne l'imaginait pas. Donc, c'est beaucoup plus d'intervention qui permet aussi de maintenir l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, je pense que les techniques coûtent de plus en plus cher et que les techniques vont permettre de faire de plus en plus de choses. Et après tout, c'est pas plus mal si on va mieux et si on vit mieux. Le sujet pour moi, c'est pas les dépenses de santé, c'est le financement des dépenses de santé. Est-ce qu'on est prêt à accepter, est-ce que la société est prête à accepter d'augmenter le financement des dépenses de santé? Aujourd'hui, les dépenses de santé augmentent
1 point de plus que le PIB, on a le sentiment, moi c'est un truc qui me tue, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins d'argent dans la santé. C'est totalement faux. Il y a de plus en plus d'argent dans la santé. En 20 ans, les dépenses de santé ont doublé. On est passé en gros de 150 milliards d'euros à 200 à 300 milliards d'euros. C'est considérable et pourtant le sentiment qu'on n'en fait pas encore assez. Donc je pense que ce n'est pas le sujet de savoir si les dépenses de santé vont augmenter ou pas, c'est comment on va les financer et surtout commencer à profiter au plus grand nombre et qu'on va diminuer les pertes de chance. Et le problème aujourd'hui, si vous voulez, et je suis satisfait que le gouvernement commence à le percevoir, il y a d'une part dans les dépenses de santé, d'abord il y a des fraudes. Bon, il y a des fraudes, c'est quelques milliards de fraudes qu'on essaie de régler. Mais et d'ailleurs, je précise tout de suite, les fraudes, ça vendu avant tout aux professionnels, pas aux patients. Ça, on oublie de le dire. Bon, il y a des fraudes qu'on peut régler et l'intelligence artificielle peut l'aider à régler les fraudes. Et surtout, il y a un problème de pertinence des soins. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de soins qui ne sont pas pertinents pour plusieurs raisons, notamment le problème de formation des médecins. La médecine n'est plus la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans même. Et il y a un vrai problème de formation des médecins et des professionnels de santé en général. Et moi, je pense que, par exemple, dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle peut permettre d'améliorer la formation des médecins en adaptant pour les médecins, en fonction de leurs besoins, les connaissances. Il y a environ 700 000 nouveaux articles scientifiques qui sont publiés chaque année dans le monde. Oui, c'est énorme. Comment voulez-vous que les médecins puissent les assimiler? Et la formation continue n'est pas faite en France. Elle est obligatoire, mais moi, j'étais pendant 40 ans médecin libéral. On m'a jamais demandé de valider une formation médicale continue. Alors j'en ai fait, je vous rassure, mais on m'a demandé aucune validation de nulle part. Donc c'est objectivement la formation médicale continue en France, c'est bidon. Dans ce cas, c'est bidon. Or, il y a besoin de cette formation médicale continue. Et moi, je parie, par exemple, dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle permettra de le faire, adapté à chaque besoin de médecin très différent. Donc, pour moi, c'est pas le problème du coût n'est pas majeur, mais l'intelligence artificielle va permettre de rendre le système plus pertinent, plus adapté. On parle beaucoup de la médecine des 4 P. Médecine participative, personnalisée, et je vais en oublier un à tous les coups, préventive et prédictive. Et c'est vrai que c'est pas qu'une image. On voit bien que la médecine doit évoluer sur ces 4 points. Et sur ces 4 points, on voit bien que l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de choses, notamment sur la prévention. Vous disiez tout à l'heure que j'ai fait de la prévention et de l'éducation pour la santé, mais il y a fort longtemps, je faisais des campagnes. J'ai fait une campagne qui est restée célèbre, qui est un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Et même à cette époque-là, je disais, c'est bien de faire des grandes campagnes, mais l'important, c'est de faire la prévention au niveau personnel, au niveau du terrain. Et c'est clair que les données, l'intelligence artificielle permettra de faire une prévention beaucoup plus ciblée. Chacun a sa propre histoire médicale, donc on a besoin de prévention beaucoup plus ciblée. Et ça, l'intelligence artificielle permettra de le faire, s'adapter et puis apporter aussi aux gens directement une information en fonction de leurs demandes. Oui. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous, mais vous me dites que les dépenses de santé vont augmenter, c'est mécanique, c'est normal et ça doit se passer comme ça. On n'a toujours pas la réponse à qui va payer à la fin. Absolument. Voilà. Je disais, le fond du problème, c'est un problème de financement. Et on voit bien que les dépenses augmentent tendanciellement, naturellement, pour les raisons que je dis tout à l'heure, vieillissement, nouvelles maladies et nouvelles techniques. Et je ne vois pas pourquoi elles vont diminuer. Il faut simplement mieux gérer et rendre plus pertinent. Ce qu'a inventé l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est rendre le système plus efficient, plus pertinent, et donc arriver à modérer l'évolution et rendre peut-être possible ce financement. Et il est fondamental surtout que tout le monde puisse profiter de ce financement. Sinon, il y a des vrais problèmes d'inégalité. On voit bien ce problème des traitements. Madame parlait des nouveaux traitements, et des traitements absolument géniaux, formidables, notamment en oncologie, mais qui coûtent extrêmement cher, parce que la recherche coûte cher. C'est pas comment faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Donc c'est avant tout un problème de financement, et c'est un vrai sujet politique au sens noble du terme. Quel choix la société peut faire par rapport à ces enjeux? Il y a une demande très forte. Il faut qu'on soit en position d'y répondre. Alors, quel choix la société veut faire? Mais vous, Laurence Contarassus, vos clients, c'est pas la société. Si, nos clients aussi. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit. Société. Ouais. Et je ferai une petite continuité. Pour moi, c'est le coût de la transformation. Parce qu'on a dit beaucoup de mots, mais on n'a pas parlé de transformation. Il faut rappeler avec des éléments simples que notre système de santé, il a été construit après la guerre.
et nous ne sommes plus dans ce monde de la santé curative. Nous sommes avec des maladies chroniques, nous sommes avec des personnes qui vivent de plus en plus longtemps, ce qui est une bonne chose, surtout quand on vieillit aussi personnellement. Et il faut absolument avoir de la qualité à ces années supplémentaires, parce que si on vit plus longtemps et qu'on vit mal, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il faut convaincre la société, au sens large, que c'est un coût nécessaire de cette transformation. Et la transformation, c'est comme quand on construit une maison. Si les bases, elles ne sont pas bonnes, on ne peut pas transformer. Et ça, je pense que c'est ce qu'on n'explique pas suffisamment à nos concitoyens qui, en effet, on est tous à payer notre système de santé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très lié avec ce que je disais au début. En fait, qu'est-ce qui fait cette base? C'est la data. Et pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut une data bien structurée. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc, quand on parle de coûts, on oublie de dire qu'il va falloir mettre plus d'argent dans des endroits où on n'en met pas assez. Structurer la donnée pour pouvoir utiliser cette donnée différemment. Et dans ce cas-là, on va transformer et peut-être qu'à terme, je ne sais pas si c'est une promesse, on pourra, on va dire, alléger, mais on pourra soigner, on pourra prendre en charge l'ensemble de cette population. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Oui, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Excusez-moi, Laurence Contarassus, parce qu'en même temps, c'est pour ça qu'on est là. Vous avez l'IACT, vous avez l'IACT qui vous dit la manipulation des données, c'est très touchy, et c'est très encadré, c'est de plus en plus encadré, etc. Alors moi, je vais reprendre ce qui était dit ce matin. Je suis pour l'IACT. Je suis pour l'éthique. Je pense que tous, collectivement, on doit se dire quelles sont les données qu'on utilise, est-ce que ce sont des bonnes données, comment est-ce qu'on les gère, est-ce qu'on les commercialise ou pas, tout dépend si on est de quel côté de l'océan, mais c'est une réflexion commune qu'on doit avoir tous ensemble. Et en tant qu'industriel, ça peut choquer quelques personnes, mais je pense que c'est une bonne chose. On se doit d'être éthique dans la façon dont on travaille. C'est ce aussi sur quoi s'engagent tous les industriels. Ok. Daniel Benamouzi, il vous semble aujourd'hui que la société, puisque là je fais plus appel à votre étiquette de sociologue, que la société dans son ensemble est prête à se faire soigner avec de l'intelligence artificielle? Elle se fait déjà soigner avec beaucoup d'intelligence artificielle, donc c'est déjà sans le savoir. C'est un point, oui, où on le sachant pas forcément dans le détail, parce qu'elle n'a pas vocation non plus nécessairement. Je reviendrai un peu plus tard à rentrer dans tous les détails de ces usages-là. Si on veut, voilà, prendre la casquette de sociologue, si j'ose dire, ces enjeux technologiques, ces enjeux économiques, par rapport à la société de manière plus large et peut-être aussi un peu abstraite, ça n'a de sens que si on voit comment tout ça est encastré dans des ensembles qui ont leur propre logique et qu'il s'agit de transformer. Et évidemment, le moindre d'entre eux n'est pas le monde médical, qui est déjà dans une logique d'adoption assez massive de ces outils-là. Alors, peut-être que par rapport à l'avenir, c'est encore ridicule, mais enfin, les choses vont quand même, pour ce que j'en vois, assez vite. En matière, on a parlé des robots chirurgicaux, on a parlé tout à l'heure des outils de diagnostic qui, du coup, deviennent des outils de prévention, tellement on peut les utiliser dans des proportions massives. On pourrait multiplier les exemples, on en a pas, enfin, etc. Les exemples sont assez nombreux et sont assez structurants aussi, on y reviendra certainement, sur l'ensemble de ces professions qui, à un moment donné, adoptent ces nouveaux outils. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, les professionnels le sentent, et donc du coup se posent des questions sur, et je crois que c'est le bon mot, effectivement, les transformations que ça induit. Ce n'est pas juste une logique d'adoption, il y a des changements de logique qui sont derrière. On peut en citer peut-être quelques-uns juste pour sentir un peu l'ampleur du problème. Probablement que ça change. À mon avis, ce n'est pas l'essentiel, mais les manières de raisonner, le raisonnement clinique d'une certaine manière, pas tellement parce que l'intelligence artificielle se substitue à la capacité de raisonnement du médecin, mais parce que le médecin est exposé à une quantité d'informations beaucoup plus large que celle qu'il incorporait dans le même raisonnement clinique, disons, pour faire court. Donc il y a déjà des enjeux cognitifs qui jouent à l'échelle de chacun. Il y a des enjeux, et de manière différenciée d'ailleurs selon les types d'intelligence artificielle dont on parle, selon qu'on traite des images, ou qu'on traite des quantités, ou qu'on traite, etc. Il y a un deuxième type d'effet qui est très important et qui est d'une toute autre nature, c'est que l'introduction de l'intelligence artificielle, elle stratifie.
pas au sens des risques, au sens des personnes, c'est-à-dire qu'elle crée des inégalités, y compris parmi les professionnels. Il y a ceux qui ont la maîtrise de ce qui doit être fait, il y a ceux qui vont être dans une logique d'usage, il y en a d'autres qui vont être encore à la traîne, et puis il y en a encore d'autres qui vont disparaître. Et ça s'est vu. En biologie, tout le secteur de la biologie a été transformé dans des proportions telles qu'il y a beaucoup moins de biologistes aujourd'hui qu'il y en avait jadis, et on peut tout à fait observer les mêmes choses dans d'autres secteurs qui vont être assez massivement impactés. Donc ça re-hiérarchise et probablement assez massivement les segments professionnels concernés. Il ne faut pas s'imaginer du coup que les conditions d'adoption vont être complètement sereines. Ça va être l'objet de débats et parfois de débats un petit peu difficiles. Troisième peut-être élément, et je m'arrêterai là, de nature professionnelle, qui peuvent être assez questionnants, disons, c'est ce qui relève de la formation. Parce que la médecine, c'est une institution qui est, comme d'autres, en perpétuelle formation, où l'enjeu, c'est toujours de former les plus jeunes avant de passer la main. Quand on vieillit, on a toujours des plus jeunes autour de soi, et l'hôpital, d'une certaine manière, c'est un vaste outil de formation en permanence. Ça pose des questions. C'est-à-dire ceux qui sont déjà formés, d'une certaine manière, ils sont formés, ils ont des outils supplémentaires, très bien. On peut optimiser, on peut être plus pertinent, on peut avoir plus d'informations, on peut bénéficier de l'expérience de collègues à l'autre bout de la planète, parfait. Les gens qui sont plus jeunes et qui arrivent avec ce type d'instrument-là, qui doivent faire leur formation avec, ils peuvent évidemment pas passer à côté. Mais il se pose, et quand on discute avec certains d'entre eux, c'est très clair, il se pose la question de savoir, mais sans l'intelligence artificielle, est-ce que je sais encore faire ? Sans l'intelligence artificielle, est-ce que je pourrais faire ? Ou est-ce que je vais être simplement démuni et d'une certaine manière dépourvu de ce qui fait ma qualité de professionnel, c'est-à-dire une forme d'autonomie et d'autonomie dans des raisonnements complexes. Donc on voit que c'est des sujets qui sont quand même vraiment structurants, fondamentaux, majeurs, qui ne sont pas complètement simples. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'ils soient complètement pacifiés dans les temps qui viennent. Ça va être l'objet de débats, de discussions et d'aménagements. Alors j'ai vu les deux têtes de mes voisins opiner ou au contraire désapprouver ou relativiser lorsque vous parliez. Du coup, j'ai vraiment envie de vous entendre l'un et l'autre. Je ne sais pas qui veut. Si vous voulez, moi je rebondis sur ce que dit Daniel. Je pense qu'il y a un problème de fond de formation, une formation à intelligence artificielle. Je pense qu'il faut apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un outil au service de professionnels. Je peux comparer à une scie. Mais il faut un menuisier derrière. Et puis la scie peut évoluer, mais il y a toujours celui qui l'utilise. Et il faut apprendre à s'en servir. Et je pense que pour les professionnels de santé, il faut apprendre à se servir de cette intelligence artificielle, ce qui n'est pas évident. Rentrer dans d'autres logiques de raisonnement. Et il y a toute une phase de formation, d'adaptation. Mais c'est clair qu'on pourra aller plus loin pour comprendre mieux. Et c'est aussi une source d'enrichissement. Alors, c'est vrai que ça va supprimer changer des spécialités, mais ça va dans le bon sens. Daniel prenait l'exemple de la biologie. Moi, j'ai un souvenir, quand vous dites ça, j'ai un souvenir qui m'y arrive tout de suite. C'est la biologie il y a 40 ans. Pour faire une numération, c'est-à-dire qu'on mesurait le nombre de globules rouges, on mettait du sang sur une lame et on regardait au microscope et on comptait dans un carré le nombre de globules rouges et on multipliait comme ça. Aujourd'hui, et ça durait longtemps, il y avait plein d'erreurs, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça va à toute allure, et il y a une fiabilité absolument formidable, ça coûte moins cher. Le seul problème, c'est que ça a détruit des métiers et ça, en plus, pousse à un truc de fond, c'est la financiarisation du système. Parce que derrière, c'est devenu une industrie, tenue par la biologie en France, c'est tenu par 4 ou 5 groupes, avec ça pose d'autres questions. Et comme disait Madame tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vraie transformation du système avec énormément de conséquences directes et indirectes. On voit d'ailleurs, et ça fait penser à ça, tous les systèmes de santé au monde sont en crise aujourd'hui. Nous, on voit en France, comme d'habitude, on voit la France, tout va mal en France, mais regardez dans le monde entier, il y a des problèmes dans tous les systèmes de santé. Il y avait même une grève en Corée du Sud parce qu'on trouvait qu'on formait trop de médecins. Donc les médecins râlaient, se mettaient en grève parce qu'on formait trop de médecins. Donc il y a des crises diverses. Et moi, la raison de cette crise mondiale me semble être que la médecine évolue à toute allure, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à la recherche générale, et que derrière, l'organisation du système a du mal à s'adapter.
c'est très dur d'adapter un système alors que tout va à toute allure. Et tous les systèmes de santé au monde ont du mal à s'adapter à cette évolution extrêmement rapide. Donc il y aura des temps. Daniel a raison, il y aura des temps où il y aura des gagnants, des perdants. Il faudra adapter, accepter des différences. Mais si vous voulez, si on peut, par exemple, par l'intelligence artificielle, régler un certain nombre de problèmes comme l'attractivité des métiers. Un problème de fond aujourd'hui dans le système de santé, c'est l'attractivité des métiers. On n'arrive pas à recruter d'infirmières. C'est pas que il y a des services qui ferment par manque d'infirmières. Les écoles sont ouvertes. Il n'y a pas de gens qui veulent faire ce métier-là pour un certain nombre de raisons. Donc améliorer l'attractivité, améliorer la formation. On va passer par des phases d'adaptation. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle est un accélérateur de tout ça. Mais il faut apprendre à s'en servir. Il ne faut pas la subir, il faut, comme un outil, en arriver à le dominer, à l'utiliser intelligemment. Laurence Contarassus, beaucoup de choses ont été dites, mais j'ai envie de revenir sur quelques points. L'intelligence artificielle, c'est un assistant. Il y a quelques années, je ne l'ai pas connu. On prenait l'avion, il n'y avait pas de cockpit, c'était au vent, au soleil, je ne sais pas. Qui a l'idée de monter dans un avion où il n'y aurait pas un cockpit? Personne, en tout cas pas moi. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on disait les médecins sont tous très d'accord, enjoués. Je disais, si on se souvient des radiologues, il n'y a encore pas très longtemps, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils disaient? Il n'y aura plus de radiologues, ça va prendre mon métier. Bien sûr que non. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle leur permet de mieux faire leur métier, plus vite, et d'être en capacité aussi à redonner plus de temps aux patients. Donc je pense que ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en tête. La formation, alors c'est un point en tant qu'industriel auquel on tient beaucoup, puisque je rappelle que des lois nous ont interdit de former en tant qu'industriel l'ensemble des futurs médecins dans les universités. Ça a toujours été une de mes batailles que je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce que je pense que quand on utilise un produit, peu importe lequel, il faut comprendre comment c'est fait. Et c'est exactement la même chose pour l'intelligence artificielle. Pourquoi l'éthique, pour moi, c'est si important? L'intelligence artificielle, on la construit. Par contre, il y a des risques. Comment est-ce qu'elle est construite? En tant que femme, et je représente un peu la diversité, vous avez remarqué, de cette table ronde, tant par la couleur que par mon sexe, il y a des risques, en effet. C'est comment ces outils d'intelligence artificielle sont développés. Et ce n'est pas magique. Et il y a toujours des hommes derrière, avec un grand H. Ou un petit H d'ailleurs, derrière, ça dépend. La plupart des outils, et on parlait de la période Covid, il y a eu formidables accélérations pendant la période Covid à cause de l'intelligence artificielle, mais la base c'était quoi? C'était des médecins qui allaient annoter en fait ce qu'on voyait sur les scanners par exemple, qui nous ont permis d'accélérer la détection. Si on se trompe sur cette base, en fait, on risque en effet d'avoir des dangers de l'intelligence artificielle. Donc la formation, elle est nécessaire sur ce que c'est, comment on fait, comment elle peut nous accompagner. Moi, je ne reviendrai pas sur un point, parce que là, ce n'est pas mon statut d'industriel, mais que vous avez dit, il y a énormément de données. Les médecins ont appris à connaître beaucoup de données. Comment vont faire nos jeunes, en fait, s'ils passent par l'intelligence artificielle avant de la connaître? Ça, je vous laisserai ces points-là. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Moi, personnellement, je l'utilise, mais j'essaie toujours de l'utiliser une fois que je me suis dit, quelle est ma pensée? Je le fais, je l'écris, et je regarde ce que me propose ChatGPT. Et je pense que c'est ça où il faut que vraiment l'on arrive dans notre système pour avoir la bonne transformation nécessaire. Parce que cette transformation, si on ne la fait pas, on ne résoudra aucun souci de ce qu'on vient de discuter. Les infirmières, oui, il nous en faut plus. La réalité, c'est qu'on n'en a pas plus. Donc, si on ne réussit pas à transformer la façon dont on travaille, si on ne réussit pas à redonner du temps aux médecins, si on ne réussit pas à convaincre les patients que cette intelligence artificielle, on en a besoin, on ne va passer à côté de quelque chose. Et là, ça nous coûtera plus cher, pour revenir sur le point. Daniel Benamouzik, alors il nous reste 5 minutes pour cette table ronde. Le temps passe vraiment trop vite. J'aimerais qu'on fasse un petit peu de prospective, parce que franchement, la vitesse de l'IA est incroyable et exponentielle en plus, et on a du mal à se projeter. C'est quoi les scénarios aujourd'hui de l'IA en santé et leurs conséquences, selon vous?
Alors c'est une question qui est ouverte très largement, comme toute réflexion un peu prospective. Moi, je me suis essayé à dessiner quelques scénarios possibles qui rejoignent d'ailleurs des choses qui ont été dites de différentes manières jusqu'aujourd'hui. Moi, j'en vois 4, mais il y en a sans doute plein d'autres possibles et on va voir comment tout ça évolue. Il y a un premier scénario, me semble-t-il, qui est la multiplication de solutions et les adoptions de solutions, comme on en a déjà sous forme d'appli pour différents types d'usages, par différents types de groupes en fonction de leurs besoins. On est sur quelque chose qui est assez standard d'une certaine manière. Il y a un deuxième type d'évolution, on en a aussi touché 2 mots, qui est le fait que pour une part, ces intelligences artificielles, on va les embarquer de manière invisible. On ne va pas s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va, on va s'en servir. Ça va se faire. Ça va se faire et ça va se faire, pas vraiment à notre insu, parce qu'on saura vaguement que c'est utilisé, mais on ne reviendra pas dessus, et les intelligences artificielles vont jouer leur rôle d'une certaine manière. Et je pense que c'est aussi une des caractéristiques de ce type de technologie. Il y a un troisième scénario qui est un scénario qu'on pourrait appeler on-off. C'est-à-dire que les intelligences artificielles, ça permet des tas de choses, d'optimiser, de renforcer, de traiter des données beaucoup plus massives, etc. Mais on peut se trouver dans des situations, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, où à un moment donné, tout ce système est dégradé. Parce qu'il n'y a plus une capacité collective, parce qu'il y a eu un attentat, parce qu'il y a des troubles géopolitiques, ou alors parce que je suis en formation et je veux pouvoir utiliser ChatGPT avec mon cerveau et pas uniquement avec l'algorithme. À ce moment-là, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Et ça suppose qu'on ait aussi une forme d'organisation collective qui prévoit en quelque sorte ce passage on-off. Et je ne suis pas sûr que, voilà, peut-être sur les questions de sécurité, c'est les choses qui sont pensées. Sur les questions d'intelligence artificielle, non. Et puis je vois un quatrième scénario, peut-être encore plus prospectif d'une certaine manière, qui sont des scénarios de rupture, parce qu'on a des éléments technologiques nouveaux, encore plus nouveaux, si j'ose dire, que l'intelligence artificielle elle-même, et qui renforcent ou décuplent les capacités, des formes de convergence entre le numérique et le biologique. On en a déjà parlé de différentes manières et qui peuvent s'accélérer en matière de génie génétique. On pourrait multiplier les exemples. On l'a sur le développement des thérapeutiques dans l'industrie pharmaceutique, etc. On peut imaginer que tout ça, à un moment donné, se renforce, change d'échelle et produisent quelque chose qui est de l'ordre d'une rupture. On pourrait rajouter, peut-être, je connais un peu moins ces choses-là, des capacités de traitement avec des ordinateurs quantiques qui sont plus juste en binaire, mais en qubits, avec des capacités beaucoup plus fortes de traitement d'informations. Donc on a encore, voilà, l'avenir technologique, il est loin d'être fermé. C'est-à-dire que c'est pas la fin de l'histoire. L'intelligence artificielle, on peut être dans peu d'années dans des situations qui constituent des ruptures au moins de même niveau. Donc on voit bien, ne serait-ce qu'avec ces 4 scénarios, que ça donne des possibles qui sont assez différents. Comme toujours, la réalité sera plus inventive et on passe à d'autres choses. Et puis on aura de toute façon un mélange de tout ça, on l'a déjà. Mais enfin, ça peut aider quand même à se situer et peut-être à serrer un certain nombre d'enjeux, justement, de manière un peu prospective. L'un et l'autre, pour conclure, vous avez 1 minute chacun, je suis désolé. Je vais être très rapide. En tant qu'industriel, bien sûr, on va continuer à innover, que ce soit technologiquement, organisationnellement ou numériquement, j'allais dire. Pour suivre ce que vous venez de dire, moi, je resterai sur faire un lien entre votre dernière réunion qui était sur la prévention et celle-ci, en fait. Oui. Je pense que le lien, on a besoin d'accélérer la prévention, surtout si on veut résoudre cette problématique de coût. Et je pense que l'intelligence artificielle, si on ne s'arrête pas à comment est-ce qu'on va financer cette prévention, peut être une formidable opportunité justement de cette transformation dont on a parlé, c'est de prendre les choses bien plus en amont et du coup peut-être d'arriver à quelque chose de très disruptif. Et personnellement, c'est le futur que j'espère pour l'ensemble des personnes et des patients qui nous écoutent. On voulait franchement parler de la prévention et IA, et en particulier du modèle économique qui était sous-tendu par ça, et on n'a pas eu le temps ce matin, malheureusement. Jean-Martin Cohen-Salom, mais c'est vrai que c'est un sujet central. Oui, mais moi je voulais dire un peu la même chose. Je pense que pour la prévention, ça risque d'être majeur. Et je pense par exemple aux maladies mentales. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut détecter assez tôt des problèmes des maladies mentales ou des maladies dégénératives neurologiques. Et ça offre beaucoup d'opportunités. On voit donc la prévision ciblée.
d'une part parce que ça sera beaucoup plus ciblé, et surtout et avec une médecine prédictive. Et là, il y a beaucoup d'espoir d'arriver à améliorer le système, d'anticiper, mais tout ça nécessite des données fiables. On parle beaucoup de données, il y a énormément de données. On sait aujourd'hui qu'il y a des données qui ne sont pas fiables. Donc il faut avoir confiance dans les données. Il faut les rendre les plus fiables possibles. J'ai vu qu'une étude, je crois, à Hong Kong, qui disait qu'en gros, ils évaluaient à 65% le pourcentage de données fiables. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 30% ou 35% qui ne sont pas fiables. Donc il est très important de travailler sur les données pour qu'on travaille sur un matériau solide. Mais je pense qu'en termes de médecine préventive et médecine prédictive, l'intelligence artificielle va apporter beaucoup, à condition qu'on arrive à trouver, mais c'est le thème de notre débat, le chemin étroit en termes d'éthique entre l'avantage et le risque de diffusion des données. Et absolument, ce sera une autre table ronde sur la médecine prédictive. Merci infiniment vraiment à tous les trois, Laurence Contarassus, Daniel Benamouzi et vous, Jean-Martin Cohen-Solal, d'être venus ce matin. Il y a un côté un peu frustrant de ne pas pouvoir poursuivre toutes les discussions, mais on se redonnera peut-être rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite, alors pas moi personnellement, mais pour une nouvelle table ronde avec de nouveaux intervenants et nouveaux journalistes. Comme je suis très mauvais, je n'ai pas pris la fiche qui correspond à la prochaine table ronde. Et donc c'est Anne Jean-Blanc? Non. Oui. Éthique, IA et éthique. Comment ai-je pu passer à côté de ça? C'est dans quelques minutes et ça se passe évidemment lors des dialogues de la santé.